Voilà, vous avez suivi l'essentiel de la conférence de presse commune Jean-Marc Ayrault, Angela Merkel, le Premier ministre montrant qu'il était parfaitement bilingue en commençant quelques mots en allemand et puis la fonction oblige, il a continué en français car Jean-Michel Quatrepoint était au bord de l'apoplexie d'indignation s'il avait continué en allemand. On va peut-être pas rester au côté très formel de cet exercice. Un exercice convenu, oui. L'exercice est convenu et on ne peut pas le reprocher aux protagonistes. C'est rare qu'il y ait des événements. Néanmoins, je reprends la question liminaire de tout à l'heure, cette rencontre a lieu dans un contexte particulièrement perturbé. Oui, mais en même temps, il faut savoir que Angela Merkel, elle mène une politique depuis des mois, voire des années. Et elle a une échéance électorale. Il faut toujours avoir ça présent à l'esprit en septembre de l'année prochaine. Et Angela Merkel a parfaitement compris qu'il fallait qu'elle soit crainte à l'extérieur pour être aimée à l'intérieur, selon la belle formule d'un philosophe allemand. Donc c'est ce qu'elle fait. Et depuis le début de l'année, elle se promène dans tous les pays. Elle était encore au Portugal il y a quelques jours. Et donc, elle explique sa position. Elle occupe le terrain. Et en face, il faut dire qu'il n'y a pas eu grand-chose. Et elle a profité aussi, disons, du vide français à cause de la campagne électorale pour occuper d'autant plus ce terrain. Et en plus, elle a un projet politique pour l'Europe. Elle a en quelque sorte fait un rapt sur les idées françaises d'hier, des européistes fédéralistes. Elle l'a récupéré à son profit et elle développe maintenant une certaine proposition allemande pour une Europe fédérale, disons, sur le modèle allemand. Olivier Guèze. Par rapport à la conférence de presse Oui, et à l'analyse de Quatrepoint. Non, c'est juste. Enfin, Angela Merkel est au pouvoir donc depuis 2005. Ça fait 7 ans. Elle a travaillé avec différentes administrations françaises. Elle a effectivement une vision qu'elle a forgée au fil du temps. Et effectivement, vous faisiez allusion au texte de Beck, oui, il me semble. Et c'est vrai, c'est fort bien analysé dans la mesure où on a l'impression que Merkel ne sait jamais exactement ce qu'elle fait. En tout cas, elle prend toujours du temps. Alors au départ, on pensait que c'était une espèce de maladresse de sa part, mais il semblerait que ce soit une véritable volonté politique, dans la mesure où plus elle fait attendre ses interlocuteurs, qui ont tous besoin d'elle, puisque l'Allemagne a les moyens financiers que ses interlocuteurs européens n'ont pas. Et au fur et à mesure, plus elle les fait poireauter d'une certaine manière, et plus ceux-ci cèdent d'une certaine manière. Et on l'a vu finalement avec François Hollande, qui dénonçait le pacte de stabilité pendant toute la campagne, et qui finalement n'a eu d'autre choix que de le signer sans obtenir grand-chose pour l'instant. Éric Delannoy, 0,2 de croissance, c'est le chiffre de l'Allemagne, c'est-à-dire c'est pas un bon chiffre. Alors c'est paradoxalement le même que celui de la France au dernier trimestre. Bon, sauf que la France, visiblement, le rebond va être de courte durée alors que l'Allemagne peut espérer mieux. Un autre chiffre intéressant qui est tombé, c'est une baisse des exportations. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir dans l'économie allemande des effets de la crise européenne. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on attendait en fait depuis maintenant plusieurs mois. Il faut se rappeler que 60% des exportations allemandes se font en Europe et qu'à partir du moment où l'Europe ne va pas bien, l'Allemagne finit par ne pas aller bien. Alors, il y a moins 2,5 en septembre. Oui, il y a toujours des effets de décalage. L'Europe venant de rentrer officiellement en récession, même si on est sur des chiffres qui sont d'une extrême épaisseur de trait, on est quand même en droit de se dire que Mme Merkel va devoir prendre en compte ça dans son équation pour pouvoir lâcher du lest au niveau européen. Ce n'est pas avec la promotion des politiques d'austérité comme seul projet européen qu'on arrivera, 1, à satisfaire les peuples et 2, à construire une Europe qui soit digne de ce nom. Pascal Delima. Oui, bien sûr, on sent bien dans cette conférence de presse qu'il y a une vraie volonté politique d'aller vers plus d'Europe. Ça y est, maintenant c'est officiel. On sent cependant quand même quelque chose de latent dans ce discours, qui est en fait la réalité de la crise économique et la réalité aussi de l'incapacité qu'on peut avoir aujourd'hui à définir, à dessiner un projet alternatif, c'est tout. C'est-à-dire que lorsque j'écoute ce discours, je me dis très bien les points positifs, la compétitivité. Si on essaie de sélectionner économiquement la baisse des dépenses publiques, très bien, l'endettement, ok, la Grèce, on essaie de la maintenir dans la zone euro, très bien, bon, tout ça ce sont des éléments économiques qui vont vers davantage d'intégration européenne. Cependant,
quel est le projet alternatif qu'on va proposer à des citoyens qui actuellement, certains font grève d'ailleurs, vous savez au Portugal il y a de nombreuses personnes qui font grève notamment dans les hôpitaux, avec des manifestations sociales un peu partout. Je crois qu'il y a un vrai souci de qu'est-ce qu'on peut proposer d'alternative. Je ne dis pas qu'il faut remettre en cause la zone euro, je ne dis pas qu'il faut remettre en cause le pacte européen à l'échelle des 27, mais est-ce que ce modèle unique traité, je dirais, autour du pacte de croissance et du traité budgétaire est suffisant pour faire de la croissance? Aujourd'hui, on sait que non. Conclusion, il y a une contradiction. Il y a une contradiction entre une vraie volonté politique, et je crois que c'est salutaire pour tous, cette volonté politique, parce que quelque part, elle construit aussi des axes de coopération qui sont sains pour l'Europe, si vous voulez. Mais contradiction avec la situation économique et sociale. Et donc, on pédale toujours un petit peu dans le vide. On a l'impression que ça va vite sur le plan politico-européen, mais que ça freine sur le plan des rigidités économiques. Et ça donne lieu à cette impression, je dirais, de décalage à chaque fois croissant. Bon, il est largement dénoncé depuis des années, ce décalage. Mais on a l'impression qu'il s'accroît de plus en plus et que là, enfin, les politiques commencent un tout petit peu à avoir peur. C'est ce qu'on ressent. La preuve de ce que vient d'analyser Pascal Lima, c'est ces sortes de voix discordantes. Alors, elles commencent à peine à se faire entendre. Mais Hugues Baudouin, hier, nous a montré l'échange ouvertement différent entre Christine Lagarde et Juncker sur les délais de remboursement de la Grèce. Aujourd'hui, Olli Rehn, le commissaire européen aux affaires économiques, appuie la position allemande sur en niant, enfin, ou en récusant tout effacement de la dette, alors que Luc Koen de la BCE juge quasi certain un moratoire sur la dette grecque. Donc c'est nouveau ça quand même que des voix à ce point autorisées commencent à diverger. Non mais les voix discordantes, elles existent depuis des années, j'allais dire. Bon, sauf qu'il y a une voix dominante. Et que pour le moment, la voix dominante, c'est celle de la voix allemande. Parce qu'elle était forte de sa puissance. Il faut bien comprendre que l'Allemagne, Angela Merkel est une politique, mais en même temps, elle est très liée, et ça a toujours été comme ça en Allemagne, avec non pas le complexe militaro-industriel, mais le complexe énergético-industriel. C'est-à-dire que les grands groupes allemands jouent un rôle considérable dans la politique allemande, depuis toujours, depuis 60 ans. Et ces grands groupes se redéploient leurs exportations depuis quelques années vers les pays émergents, vers la Russie, la Chine, etc. Mais évidemment, ils ont encore des exportations sur l'Europe, d'où la légère baisse. Mais globalement, qu'est-ce qui intéresse finalement les Allemands dans la récession dans les pays du Sud? Eh bien, dans la dévaluation intérieure de ces pays et la baisse des salaires, c'est qu'ils récupèrent, on en a déjà parlé sur ce plateau, ils récupèrent une main-d'œuvre qualifiée pour la rapatrier chez eux. Et le mouvement s'est amorcé depuis plus d'un an. L'Allemagne a un déficit démographique qui va aller s'aggravant. Elle a besoin de 2 millions de travailleurs qualifiés d'ici 2020. Ces 2 millions de travailleurs qualifiés, elle ne va pas les trouver à l'Est. Elle a utilisé la main-d'œuvre de l'Est pour sa main-d'œuvre non qualifiée. En revanche, cette main-d'œuvre qualifiée, elle la trouve maintenant dans les pays du Sud, l'Espagne, le Portugal, un peu la Grèce, un peu l'Italie et peut-être un peu la France. Et donc, ces mouvements de population à l'intérieur d'une même zone monétaire est considéré par les Allemands comme normal. Donc, il y a du travail en Allemagne, il n'y a plus de travail en Espagne, eh bien les Espagnols diplômés viennent en Allemagne pour occuper les postes dont ils ont besoin. Et c'est comme ça que se fera l'ajustement, pense-t-il. Alors, on lâchera du lest de ci, de là, on parlera un peu de croissance, etc. Mais globalement, les groupes allemands, ils trouveront leur compte. Olivier Guès, vous souscrivez à cette analyse de Jean-Michel ? Disons que je ne pense pas que ce soit pensé d'une telle façon. Il n'y a pas une espèce de plan machiavélique. Alors il devrait écouter Jean-Michel Quatrepoint qui leur fait la théorie de leur pratique. Voilà, moi, ce sont des Allemands qui m'ont expliqué ça. Hein. Non, c'est tout à fait juste. Il y a des mouvements migratoires vers l'Allemagne. Effectivement, il y a des Espagnols, des Portugais, des Grecs. Et de travailleurs plutôt qualifiés. Absolument, parce que pour la plupart, donc, ce sont des travailleurs européens. Après, je ne pense pas que le patronat allemand soit allé à la chancellerie il y a quelques années en expliquant à Angela Merkel, voilà comment on va faire, on a un déficit démographique, on va saigner les pays du Sud et les travailleurs les plus qualifiés iront travailler en Allemagne. C'est vrai, c'est simplement, mais finalement, puisqu'on veut plus d'Europe, qu'on a besoin de plus d'Europe, dans une zone intégrée, c'est normal que les zones les plus dynamiques attirent les travailleurs d'autres zones. Enfin, on le voit aux États-Unis, par exemple. Quand des régions se développent, les populations des États les moins développés y vont. Donc là, c'est l'argument des Allemands, d'ailleurs. On est dans une nouvelle réalité européenne. Et finalement, c'est ce genre de migration de travail
est peut-être l'une des premières réalisations concrètes de cette nouvelle Europe, quelque part. En tout cas, Et alors, on dit beaucoup que les positions actuelles d'Angela Merkel sont déterminées ou surdéterminées par la situation électorale dans laquelle elle se trouve. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi? Mais ça a toujours été le cas. Angela Merkel a toujours basé au moins une partie de ses décisions au niveau européen par rapport à l'échéancier électoral allemand, et pas seulement au niveau national, puisque les élections dans les Länder, dans les régions, sont toujours extrêmement importantes, et qu'Angela Merkel, quelquefois, a privilégié une élection locale par rapport au sauvetage de la Grèce, par exemple, puisque depuis le départ, en tout cas au moins depuis 2-3 ans, certains médias allemands, les médias très populaires comme Bild Zeitung, donc le plus grand quotidien, le tabloïd, ne veulent pas entendre parler de partir à la rescousse des pays les plus dépensiers et ceux qui sont quasiment en situation de banqueroute. Donc systématiquement, elle a à la fois, très habilement d'ailleurs, joué à la fois la carotte et le bâton, à la fois sur la scène européenne et sur la scène nationale, et locale, c'est très important. Éric? Oui, on retrouve cette même ambiguïté au niveau de l'union bancaire. Au niveau de l'union bancaire, on voit bien que les réticences allemandes, elles tiennent au fait que la moitié des banques en Europe se trouvent en Allemagne. Ils ont plus de 4000 banques, presque 4000 banques sur 6500 au niveau européen. Et Angela Merkel défend de manière absolue cette espèce de décentralisation bancaire qui est un bon moyen de financer au plus près l'économie allemande et les régions et l'économie allemande pour continuer à insuffler de l'argent au niveau du développement économique. Et elle ne veut donc pas que la BCE se mêle à travers des décisions qui seraient européennes et qui encadreraient de manière non différencier les grandes banques que les petites. Elle ne souhaite pas que cette délégation de pouvoir qui insuffle de l'argent au niveau des Länder et de l'économie allemande puisse être fait au niveau européen, qu'elle ne maîtriserait plus.